Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la physiopathologie du rétrécissement aortique. C'est parti! Bon, déjà un petit rappel, l'orifice aortique permet le passage du sang du ventricule gauche vers l'aorte lors de la systole. Sur l'image de droite, on voit que la valve aortique est normale et donc elle laisse passer suffisamment de sang, alors que sur l'image de gauche, on a un rétrécissement, une diminution du calibre de cet orifice, donc le sang aura du mal à passer lors de l'éjection ventriculaire. Donc en fait, ce rétrécissement aortique, il va constituer un obstacle à l'éjection, d'accord? Une résistance à l'éjection du VG. Et maintenant, on va imaginer qu'on a un tuyau et que je mets mon doigt sur le bout du tuyau. Alors le tuyau correspond au ventricule gauche et le bout du tuyau correspond à l'orifice aortique. Si je mets mon doigt sur le bout du tuyau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bloquer le passage de l'eau. Et donc la pression au sein du tuyau, elle va augmenter. C'est pareil ici. Du fait de cet obstacle-là, du fait de ce rétrécissement, la pression au sein du ventricule gauche va augmenter. Et si on représente cette histoire de pression par des courbes, et bien en fait, dans le cas normal, lors de la systole, les pressions dans le ventricule gauche et dans l'aorte doivent être quasiment égales. Donc il n'y a pas de différence entre les deux pressions. Elles sont presque superposables, vous voyez. Alors que là, on a dit que la pression, elle va augmenter au niveau du ventricule gauche. Donc là, on a la pression de l'aorte. Et là, on a la pression au sein du ventricule gauche, bien sûr pendant la systole. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux pressions. Cette différence, c'est ce qu'on appelle un gradient. D'accord? Le gradient, il va augmenter dans le rétrécissement aortique. Alors maintenant, du fait de cet obstacle, cette résistance à l'éjection, c'est-à-dire la valve qui a du mal à s'ouvrir, le ventricule gauche va devoir se contracter plus fort pour vaincre cet obstacle. Donc s'il se contracte plus, c'est normal, il va s'hypertrophier. Comme l'exemple du biceps, plus on le travaille, plus il est musclé. C'est la même chose. Et donc en fait, le ventricule, il va s'adapter à ce rétrécissement aortique pour conserver la FEVG, c'est-à-dire pour réinjecter dans l'aorte le volume de sang suffisant à tous les organes, malgré le rétrécissement de la valve aortique. Vous avez compris? Donc la première conséquence physiopathologique du rétrécissement aortique, c'est l'hypertrophie du ventricule gauche. Alors maintenant, on va y aller petit à petit. D'abord, du fait de cette hypertrophie ventriculaire gauche, les vaisseaux coronaires qui se trouvent dans la paroi du cœur, entre les fibres myocardiques, eh ben, ces vaisseaux ils seront comprimés, seront écrasés. Donc, ils ne vont pas bien irriguer le cœur. Ils ne vont pas combler les besoins du cœur en oxygène, surtout à l'effort, puisque les besoins du myocarde en oxygène augmentent davantage. D'où l'installation d'ischémie myocardique qui se manifeste cliniquement par un engorge d'effort. Deuxième chose, on a vu que le ventricule gauche il va s'adapter au rétrécissement en se contractant et en s'hypertrophiant, mais malheureusement, avec le temps, le ventricule gauche qui s'est tellement contracté, tellement hypertrophié, il va devenir rigide. Donc il aura du mal à se relâcher pour se remplir. Autrement dit, sa compliance ou son élasticité, elle va diminuer. Ce qui va diminuer la relaxation du ventricule gauche. Et ceci va gêner le remplissage diastolique. Donc la deuxième conséquence physiopathologique du rétrécissement aortique, c'est l'altération de la fonction diastolique du VG. Donc, du fait de l'altération de la fonction diastolique du VG, le ventricule gauche n'arrive plus à se distendre et donc le sang de l'oreillette gauche ne va pas passer en entier vers le ventricule gauche lors du remplissage ventriculaire. Donc du coup, la pression au sein de l'oreillette gauche, elle va augmenter parce qu'à chaque fois, il y a du sang qui va rester. La pression, elle augmente, puis c'est la pression au niveau des capillaires pulmonaires qui va s'élever, d'où l'apparition d'une dyspnée d'effort, puisque lorsque la pression au sein des capillaires pulmonaires augmente, il faut qu'on allège un peu cette pression et donc il y aura du plasma qui va passer des vaisseaux vers les alvéoles, donc on va avoir une OAP, et puisqu'on a du liquide dans les alvéoles, les échanges gazeux seront un peu gênés, donc le patient sera en hypoxie, d'où la dyspnée d'effort. Maintenant, il faut savoir que le rétrécissement aortique,
évolue progressivement. Au début, il est peu serré, donc la post-charge ou la résistance à l'éjection n'est pas très grande, et le VG arrive à s'adapter par sa contraction et son hypertrophie. Et comme ça, il assure une bonne FEVG et donc un bon débit dans l'aorte. C'est pour ça que le patient reste longtemps asymptomatique. Cependant, au fur et à mesure que le rétrécissement aortique se serre, la capacité du VG à s'adapter, elle sera dépassée. D'où l'apparition des symptômes d'effort. Bon, déjà, sachez que le rétrécissement aortique se définit par deux éléments. Une surface aortique inférieure à 1 voire 0,6 cm² et un gradient supérieur à 50 mm de mercure. Donc on a dit que le rétrécissement aortique serré, il va se manifester par des symptômes d'effort. Vous savez pourquoi? En fait, c'est facile. On a une hypertrophie ventriculaire gauche qui est importante. Donc la taille du ventricule gauche, elle va diminuer. Vous voyez? Le ventricule gauche, il va réussir quand même à assurer un débit normal dans l'aorte. Mais à l'effort, on a besoin d'augmenter le débit. Parce que nos organes ont besoin de plus d'oxygène, en particulier le cœur et le cerveau. Mais malheureusement, le cœur ne peut plus se contracter plus, il est déjà très hypertrophié. Donc à l'effort, le ventricule gauche n'arrive pas à augmenter le débit dans l'aorte, c'est-à-dire qu'on va avoir un bas débit d'effort. Donc, un bas débit dans le cerveau et un bas débit dans les coronaires. Un bas débit dans le cerveau, donc la vascularisation cérébrale, elle va être insuffisante, d'où l'installation de syncope, d'effort. Et un bas débit coronaire, c'est-à-dire que les coronaires ne vont pas recevoir un volume suffisant pour combler le besoin du cœur en oxygène, d'où l'installation d'une ischémie myocardique qui se manifeste cliniquement par une douleur angineuse, langueur d'effort. Donc vous voyez, langueur d'effort, il s'explique par deux mécanismes. L'hypertrophie ventriculaire gauche qui comprime les vaisseaux coronaires et le bas débit coronaire. Enfin, le ventricule gauche sera fatigué et il ne pourra même plus assurer une FEVG normale. Donc la FEVG va s'altérer, d'où l'installation d'une dysfonction systolique. Donc pour résumer cette physiopathologie du rétrécissement aortique, c'est simple, on a un obstacle à l'éjection, donc une résistance à l'éjection. C'est pour ça qu'on va percevoir un souffle systolique éjectionnel. Donc le ventricule gauche, il va se contracter plus pour lutter contre cet obstacle. Donc il va s'hypertrophier. C'est la première conséquence physiopathologique. Au début, le ventricule gauche s'adapte au rétrécissement aortique et assure un débit correct dans l'aorte, la FEVG étant conservée. C'est pour ça que le patient va rester longtemps asymptomatique. Mais au fur et à mesure que le rétrécissement aortique se serre, le ventricule gauche très hypertrophié devient rigide, donc il ne peut plus se relâcher pour se remplir, d'où l'installation d'une dysfonction, une dysfonction diastolique du VG. D'accord? D'où l'apparition d'une dyspnée d'effort. Maintenant, lorsque le rétrécissement aortique devient serré, des symptômes d'effort vont apparaître comme la syncope et l'angor du fait du bas débit d'effort. Et enfin, à un stade très avancé, le ventricule gauche va se fatiguer et la FEVG sera altérée. C'est la dysfonction dystolique. Troisième conséquence physiopathologique. Et puis, du fait de l'HVG, les vaisseaux coronaires seront comprimés, d'où l'ischémie myocardique. Quatrième conséquence physiopathologique. Et on termine enfin la vidéo par les complications. Donc le rétrécissement aortique peut évoluer vers la défaillance cardiaque du fait de l'altération de la fonction diastolique puis systolique du VG. La mort subite, c'est possible aussi parce que l'HVG va modifier les propriétés électriques des cellules myocardiques, ce qui va entraîner des troubles du rythme ventriculaire qui peuvent emporter le patient. Le BAV ou bloc auriculo-ventriculaire qui est un trouble de conduction. Pourquoi? Parce que le rétrécissement aortique peut être causé par les dépôts calcaires, comme sur cette image. Cette calcification, elle peut s'étendre de la valve jusqu'au septum interventriculaire. Or, c'est au niveau du septum interventriculaire qu'il y a les voies de conduction, le faisceau de His. Et donc, ça va causer un trouble de conduction. C'est le BAV. Et puis, il y a les embolies calcaires, toujours en rapport avec ces dépôts calcaires sur les valves.
Et bien entendu, la fameuse complication de toutes les valvulopathies, l'endocardite bactérienne. Voilà, c'est tout pour le rétrécissement aortique. J'espère que c'est clair maintenant et je vous souhaite bon courage.